Bonjour, aussi bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Alessia Rogai et je suis la coordinatrice de la gestion des connaissances et de l'apprentissage du projet Bridge the Gap, combler l'écart. Bridge the Gap, c'est une initiative financée par l'Union européenne et coordonnée par la FIAP, la Fondation ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques, en partenariat avec 3 agences européennes pour la coopération au développement, l'espagnol, l'italien et l'autrichien, et 2 ONG internationales, le European Disability Forum et le International Disability and Development Consortium. Cette initiative vise à contribuer à l'inclusion socio-économique, à l'égalité et à la non-discrimination de personnes handicapées à travers des institutions et des politiques plus inclusives et responsables. Aussi, les projets disposent d'une ample stratégie de gestion des connaissances et en fait, dans les cadres de cette stratégie, les projets organisent un cycle de formation en ligne. Le cycle explore progressivement les divers aspects traités par les projets du DEGA. En gros, le cycle vise à développer les concepts de transversalité du handicap dans le développement, ainsi qu'en définir une approche homogène aux secteurs intéressés par les projets. Les formations sont préparées, toutes les sessions sont préparées et développées par des experts internationaux sélectionnés par Bridge the Gap. Et toutes les sessions sont organisées de manière interactive, repliable et partageable. Chaque formation, en fait, est conduite en anglais, en espagnol et en français, en sessions séparées. La première session de ce cycle de formation était une introduction à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Et la deuxième était les objectifs de développement durable. Et la dernière session, le webinaire 3, était sur le développement inclusif des personnes handicapées. Pour ceux qui l'ont manqué, vous pouvez trouver les vidéos de ce premier 3 webinaires sur notre website, sur la page Facebook et Twitter, et aussi sur notre canal YouTube. Et vous pouvez trouver tous les liens ici dans le chat box. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la 4e session intitulée Gestion du cycle des projets inclusifs et accessibles. La prise en compte de la dimension du handicap dans la gestion du cycle des projets, dans la planification et la mise en œuvre des activités et aussi dans les monitorages et dans l'évaluation contribue au développement inclusif et améliorer aussi la qualité de la vie de chacun. Les 4 politiques juridiques générales sur l'handicap est fournie par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, spécialement dans l'article 32 qui souligne l'importance de l'inclusion de la perspective du handicap dans les politiques et programmes de développement et par conséquent aussi dans les mécanismes de mise en œuvre. Pour garantir la gestion du cycle de projet soit accessible et inclusif, certains principes de base doivent être pris en compte, comme en fait l'égalité des droits, la participation, l'accessibilité et aussi la sensibilisation et le développement de capacités. Cette session est conçue comme une opportunité d'apprentissage de base qui couvre les enjeux clés de la gestion inclusive du cycle du projet, à comprendre et à appliquer pour les intéressés. En fait, il s'adresse en particulier aux acteurs impliqués dans la gestion des projets de développement, en charge des programmes, des projets, aussi des services dans différents pays. Pour nous aider aujourd'hui à explorer ces sujets extrêmement importants, nous avons la chance d'avoir avec nous Anne-Sophie Trujillo-Gaucher. Anne-Sophie est active auprès des personnes vulnérables depuis ses premiers engagements professionnels, des formations juridiques. Elle est en fait diplômée d'une master en droit humanitaire à l'université de Bochum en Allemagne.
Elle a travaillé avec plusieurs organisations non gouvernementales soutenant les droits des détenus, des réfugiés, des personnes touchées par les guerres, par les conflits, ainsi que des personnes handicapées, droit et accès aux services. Elle a développé un spectre holistique de compétences dans les secteurs de la coopération allant de la gestion au développement stratégique et à l'analyse financière. Sa coopération aussi avec HI en tant que directrice des pays dans plusieurs contextes lui a permis de développer une solide expertise multidisciplinaire dans les domaines du handicap. Elle a dirigé aussi et géré plusieurs processus d'examen stratégique dans les domaines du handicap, impliquant des personnes handicapées, des prestataires de services et des représentants des donneurs d'État. Après avoir passé plus de 10 ans dans plusieurs domaines humanitaires, aussi au Moyen-Orient et aussi en Afrique de l'Ouest, elle a travaillé maintenant en tant que consultante indépendante enregistrée en France, réalisant des missions à court terme d'une assistance technique spécialisée et aussi des consultations pour les ONG. Je donne la parole immédiatement maintenant à Sophie. Seulement avant de commencer, juste quelques conseils techniques. Les webinaires, c'est sous-titré en direct et les liens pour le sous-titrage en direct, c'est ici dans les chat box. Bien, je donne en fait la parole directement à Sophie. Merci encore. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très très contente d'être parmi vous, même si c'est à distance et pas dans la vraie vie, dans la réalité. Merci à Alessia pour ses paroles d'introduction. J'accède par mon portable à ce webinaire, donc n'hésitez pas à laisser des petits mots dans la box de chat et Alessia me les transmet dans l'immédiat, mais je ne les vois pas en direct. Je voudrais vraiment vous remercier d'être là et puis d'avoir la chance qu'on prenne ce temps, cette heure et demie ensemble pour échanger autour de la question du cycle de projet et de l'inclusion dans le développement. On va passer un moment ensemble à travers cette présentation. Je voudrais tout de suite vous dire qu'il ne faut pas que vous hésitiez à vous faire entendre au cours de ma présentation en faisant ces petites interventions par le chat pour que l'on vous donne la parole. L'idée, j'anime très peu de webinaires, mais beaucoup plus de formations en réel. Et donc, du coup, je suis très peu habituée à ne pas avoir plus d'interaction et de possibilités de réagir à vos remarques de suite. Donc, n'hésitez pas, on va quand même essayer de le faire à distance. N'hésitez pas donc à faire connaître vos questions. On va essayer de réfléchir à cette question du cycle de projet inclusif à travers les différentes phases de cycle de projet qu'un projet de développement humanitaire suit régulièrement. Donc, on va étudier un petit peu chacune de ces phases-là. Et on verra pourquoi il est si important de penser dans la construction de nos actions, de nos activités, quelles qu'elles soient, pourquoi il est si important de pouvoir à tout moment comme ça engager les questions de handicap et d'inclusion dès le départ et à tous les moments de la vie d'un projet. Ensuite, on passera un moment de questions-réponses s'il n'y a pas eu la possibilité ou si vous avez préféré attendre et noter vos questions au fur et à mesure. On passera à ce moment de questions-réponses que j'ai prévu assez long, sauf si effectivement vous posez des questions au fur et à mesure.
Et ensuite, en termes de suivi de formation, en tout cas de sensibilisation, puisqu'en 1 heure, il s'agit plus d'une sensibilisation qu'une formation, l'idée, c'est de pouvoir mettre à votre disposition un petit livret récapitulatif de la session qui comportera effectivement cette présentation à laquelle vous assistez là, mais en plus avec une petite d'autres petits éléments que je pourrais vous apporter, puisque l'essentiel, vous l'avez vu dans la note qu'on a d'introduction, enfin d'inscription à ce séminaire, la majorité des éléments sont en anglais aujourd'hui dans la littérature, et donc du coup j'ai profité de ce travail-là pour faire quelques traductions de choses clés que je vous remettrai dans ce petit livret. Vous aurez en fait ensuite mon contact, et je vous incite réellement à ne pas hésiter à m'envoyer en suivi des questions ou des échanges, et on pourra avoir le loisir d'échanger par email pour approfondir certains points si vous le souhaitez. Est-ce que... Bon, allez, on continue. Donc, de quoi parle-t-on? Quand on parle de gestion de projets inclusifs, on parle de développement inclusif d'abord, et puis on parle de gestion de projet. Alors, développement inclusif, je ne sais pas quel est votre à chacun, et on va penser qu'on est tous différents et qu'on est tous divers dans nos connaissances. Donc, du coup, je voulais passer quelques petites minutes à vous reparler de développement inclusif avant qu'on regarde ensemble le cycle de projet que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent. L'idée de développement inclusif, elle est apparue je dirais, elle n'est pas du tout récente. Elle est apparue par contre de manière claire, et je veux dire portée politiquement et portée internationalement, avec l'avènement de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et notamment, comme le disait Alessia dans son introduction, dans l'article 32, donc qui s'appelle Coopération internationale, et qui, dans son premier alinéa dans la partie A, affirme de manière vraiment très claire que les États parties, et donc la responsabilité, elle est bien sur les États parties, que les États parties doivent faire en sorte que la coopération internationale, et on parle là des programmes de coopération de développement international, donc que cette coopération internationale prenne en compte les personnes handicapées et qu'elle leur soit accessible. C'est-à-dire qu'on va vraiment poser une obligation pour les États membres de faire en sorte que dans tous les mécanismes de développement, enfin dans tous les programmes de développement qui peuvent soutenir, eh bien la question de l'inclusion, la question de l'accès à cette aide humanitaire ou à ces programmes de développement soit possible pour les populations en situation de handicap. J'imagine, enfin j'ai entendu donc que vous avez eu récemment, enfin en tout cas qu'il y a eu et qu'il reste accessible une petite sensibilisation sur la CRDPH, sur la convention. Donc vous retrouverez dans cette présentation, j'imagine, un peu plus de développement sur l'article 32 et sur aussi un autre paragraphe, enfin une autre séquence de la convention qui est primordiale. Ce sont les principes généraux de la Convention, que l'on retrouve en tout début de la Convention, dans le préambule, et qu'on retrouve ensuite dans l'article 3 de la Convention relative aux personnes en situation de handicap. Et donc, ces principes-là, ils vont un petit peu permettre à tous les droits qui sont présents dans la Convention, et notamment donc à cet article 32 sur la coopération internationale, ils vont prévoir un petit peu ce que ça veut dire. Alors, ces principes généraux, ils parlent de respect de la dignité et l'autonomie de chaque personne, de non-discrimination, de participation et intégration des personnes pleines et effectives à la société, du respect de la différence, de l'égalité des chances, de l'accessibilité, de l'égalité homme-femme,
et du respect du développement des capacités de l'enfant handicapé. Donc, on va retrouver à chaque fois un nécessaire, enfin, il faut que nous, en tant que agent de changement, il faut qu'on soit bien conscient que lorsqu'on parle de déroulé inclusif, on parle bien de la nécessité de trouver les moyens d'application de ces principes généraux à nos activités. Et c'est en ça que la gestion de projet arrive. Je vous ai mis, le cycle de gestion de projet qui décrit toutes les phases de vie d'un projet. Et c'est un schéma que vous connaissez certainement sous cette forme-là ou sous d'autres qui sont reprises par d'autres acteurs. Celui-ci, c'est celui de l'Union européenne dans son manuel de développement, enfin d'explication des droits des personnes en situation de handicap, d'explication de la gestion du cycle de projet. C'est un document de ligne directrice en mars 2004. Et ce document-là, il va nous décrire un petit peu tout ce que la gestion de cycle de projet comprend pour la mise en œuvre de projets. Alors un projet, on parle vraiment là d'activité qui vise à atteindre un objectif que l'on se soit fixé et que l'on sait fixer, quel que soit le secteur dans lequel on travaille. Et vous connaissez certainement les différents secteurs humanitaires ou de développement qui peuvent exister sur les terrains. Donc notre question à nous, elle va être de se dire que dans ces différentes phases, programmation, identification, formulation, mise en œuvre, évaluation, eh bien comment on va faire pour qu'à chaque fois les préoccupations des personnes en situation de handicap, leurs besoins spécifiques soient pris en compte afin que la réponse soit la réponse humanitaire ou bien le projet soit déroulé et accessible pour tout le monde et donc en lien avec l'article 32 de la Convention. Dans la pratique, tous ces différents cycles, programmation, identification, formulation, mise en œuvre et évaluation, ils ont une importance ou une durée qui va être variable en fonction des projets, en fonction de la connaissance des acteurs de leur environnement, en fonction de la géographie d'opérationnalisation du projet, de son histoire. Est-ce que c'est un projet qui est là depuis longtemps, pas longtemps? Est-ce qu'on est sur des choses innovantes ou des choses qui sont déjà mises en œuvre? Et donc, c'est toutes ces questions-là qui vont faire que soit la phase d'identification va être bien plus rapide et on va tout de suite être passé dans une phase de mise en œuvre, soit effectivement on est dans quelque chose de plus innovant ou alors on est sur un terrain un peu plus nouveau et on va devoir passer du temps à travailler l'identification et la formulation du projet. En tout cas, nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est de voir comment, dans chacune de ces phases-là, on va faire en sorte que les questions, en tout cas les nécessités les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap soient respectés. Alors pourquoi on le fait? Eh ben, on fait tout ça parce que on cherche à l'avènement d'une société inclusive. Et cette société inclusive, vous avez dû voir, elle passe bien non pas par le développement de services particuliers j'allais dire ségrégationnistes ou institutionnalisés pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, mais par des services inclusifs, c'est-à-dire des services qu'ils soient mainstreamés, qu'ils soient inclus dans les services ordinaires de la société. Donc, du coup, on a vraiment un enjeu en tant qu'acteur de changement à s'assurer que chacune de ces phases-là soit bien menée de manière inclusive.
On va maintenant pouvoir passer en revue chacune de ces phases, identification, formulation, mise en œuvre et évaluation audit, et voir à chaque fois par quels moyens on peut s'assurer de leur inclusivité, si je peux m'exprimer ainsi. Du coup, la première des phases, c'est la phase de préparation. Alors, la phase de préparation, son objectif, il va vraiment être d'obtenir des données qui nous permettent d'obtenir tout ce qu'il faut pour que l'écriture du projet, le montage du projet, le design, on peut dire en anglais, va pouvoir obtenir des résultats les plus satisfaisants possibles. Pour ça, il va falloir aller chercher de l'information, et la manière, vous imaginez bien, dont on va aller chercher l'information, eh bien, ça va jouer sur le type d'information qu'on va recueillir, et donc du coup le type d'action ou d'activité qu'on va mettre dans notre proposition de projet. Il va falloir du coup aller chercher au niveau de plusieurs secteurs. On va aller chercher au niveau du contexte culturel. Et par exemple, dans le contexte culturel, très souvent, on manque d'aller chercher les compréhensions anthropologiques ou les approches anthropologiques sur la question du handicap, sur la question du genre, sur la question des minorités, sur la question de tout ce qui peut faire la diversité du monde, afin de pouvoir être sûr qu'on va bien parler, on va bien pouvoir mettre en œuvre des activités qui répondent aux besoins des populations que l'on cherche à servir. Donc là, il y a tout un travail qui est fait et qui va permettre ou pas, dès le départ, d'aller bien s'assurer que on est dans une approche inclusive. Alors, hop, je ne sais pas si je suis désolée, j'ai l'impression que mon téléphone s'éteint à chaque fois et que vous voyez plus le slideshow. Donc je disais, dans cette étape de design, de pré-design, hein, de préparation à la formulation, l'idée c'est vraiment d'obtenir une vision globale sur tous les difficultés, les challenges que les personnes en situation de handicap peuvent avoir dans tel ou tel secteur. Et on va essayer d'aller chercher à la fois culturellement, à la fois institutionnellement, à la fois contextuellement, quelles sont toutes ces barrières et comment on va pouvoir essayer de les réduire par certaines activités du projet et par la participation des gens au projet. Là, il est très important de pouvoir examiner, vous savez, dans les différentes barrières, d'aller pouvoir identifier les différents types de barrières auxquelles les personnes peuvent être confrontées. Donc, on va parler là de barrières attitudinales, de barrières environnementales ou de barrières institutionnelles, ainsi que des barrières de communication. Et c'est un petit peu ça, quand je vous parle de l'analyse culturelle, institutionnelle de l'environnement, on va aller chercher non seulement pas ce qui touche aux barrières liées à la personne, mais vraiment aux barrières globales de l'environnement de la personne. Alors, par barrière attitudinale, c'est là où je vous parle de contexte culturel, on va essayer d'aller chercher quelles sont les attitudes négatives ou les discriminations qui peuvent exister, ou bien au contraire les surprotections qui peuvent exister, qui empêchent la pleine participation de la personne handicapée. Et ça peut être des attitudes ou des surprotections qui sont dues à des conceptions erronées de la question du handicap ou de l'âge. Parfois, on va penser que certaines personnes ne sont pas en capacité de pouvoir s'exprimer ou de pouvoir participer à un interview ou bien participer à une focus group discussion. Et donc, du coup, on ne va pas forcément leur laisser la parole. Donc ça va être aller rechercher toutes les barrières autour des attitudes. Ensuite, on va aller chercher aussi les barrières institutionnelles. Et donc,
donc là, par exemple, on va aller chercher quels sont les acteurs, quelles sont les parties prenantes. On va aller faire une analyse des parties prenantes pour aller voir quels sont les enjeux de pouvoir qui se font et quelles sont ou pas les capacités qu'il faut développer, quels sont les acteurs pertinents qu'il faut aller toucher pour être sûr que notre discours sur l'inclusion et sur la participation des personnes handicapées puisse être fait. Et ensuite, on a effectivement un troisième type de barrières qui sont les barrières environnementales. Et donc là, il va falloir qu'on aille voir un petit peu quelles sont les manières dont on peut faire, quelles sont les manières à déployer pour faire en sorte que les individus puissent participer pleinement à leur projet, au projet, quel que soit le type de déficience ou quelle que soit la sévérité de leur handicap. Je voudrais à ce moment-là vous dire qu'il est important de penser inclusion dès le départ. C'est-à-dire que dès ce moment de collecte de données, d'étapes de préparation, on doit dès le départ essayer de penser de manière inclusive. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller forcément chercher à développer des activités ou des outils qui s'adresseraient que à la personne en situation de handicap ou à ce groupe particulier de personnes. On va vraiment aller chercher à introduire la question du handicap, à introduire la population de personnes handicapées, et là il y a une faute à mon PowerPoint, pour pouvoir aller dans le travail habituel, dans le travail dans le milieu ordinaire, aller introduire cette question du handicap. D'accord? Donc là, on est vraiment en train d'aller, par exemple, rajouter des questions à un questionnaire un questionnaire de baseline, un questionnaire de démarrage. On va aller chercher, on va aller rajouter quelques questions qui concernent les personnes handicapées. Et on parlera tout à l'heure des questions du Washington Group qui peuvent être fort utiles pour les acteurs de développement et les acteurs humanitaires. L'important aussi, dès cette phase de préparation, c'est d'aller travailler sur la participation. La participation, elle est fondamentale. Si dès le départ, en tant qu'acteur du changement, on arrive à faire en sorte que les personnes à qui on s'adresse quand on fait nos évaluations initiales, que ces personnes soient représentatives de la diversité du monde, et donc incluent des personnes en situation de handicap, des femmes, des personnes âgées, des hommes, tous les types tous les strates de la société, et ben on se garantit là qu'on va pas laisser des gens à l'écart. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Oh, alors attendez, j'ai l'impression que la présentation, vous l'avez plus sur les yeux. Excusez-moi, je ne vérifie pas mon écran tout le temps. Voilà. Donc du coup, c'est important d'aller vraiment dès le départ chercher la participation de tout le monde. Alors pour ça, quelques conseils, c'est d'aller chercher les associations de personnes en situation de handicap, les organisations représentatives des personnes en situation de handicap, et de faire en sorte qu'elles puissent mobiliser leurs membres, qu'elles puissent mobiliser la communauté autour de la participation à des visites de terrain, à des interviews, à des groupes de discussion. Et si cette participation-là, elle se fait dès le départ, alors encore une fois, et elle se fait de manière inclusive, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller forcément faire des groupes de discussion spécialement pour les hommes, spécialement pour les femmes, spécialement pour les personnes handicapées, sauf évidemment quand les conditions le requièrent. Il y a certains contextes, et là on revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'analyse du contexte culturel, hein. Il y a certains contextes où il est nécessaire de pouvoir avoir des groupes séparés. Quand il est possible d'avoir des approches plus inclusives, on va toujours favoriser ces approches inclusives.
Alors, quels sont les challenges à anticiper si on veut avoir cette participation dès le départ? Alors ça, c'est des éléments que je voudrais vous partager là maintenant, mais qui vont être à chaque fois, à chaque étape de ce cycle de projet dont on parle, qui vont être à garder en tête. Il y a plusieurs types de challenges à anticiper. Il y a celui de la mobilité. Très souvent, quand on est sur le terrain ou quand on est confronté à la réalité de la mise en œuvre ou du design, de la préparation d'une activité, d'un projet, on pense que cela va aller de soi, que la participation de tous va aller de soi. Et c'est très souvent faux. C'est très souvent faux à cause des barrières, à cause de plusieurs types de barrières liées à la mobilité, des barrières physiques et des barrières financières. Vous connaissez la relation entre pauvreté et handicap. C'est pas le sujet de cette présentation-là, mais vous trouverez largement de la documentation là-dessus. Le lien pauvreté-handicap, il n'est remis en question par personne et il est évident que c'est à nous, acteurs du changement, de le déployer. Du coup, c'est à nous d'aller faire en sorte de rendre la participation possible en démolissant ces barrières financières qui peuvent exister ou ces barrières physiques à la participation. Je parle par exemple d'impossibilité à cause de revenus très limités de déplacement de certaines personnes pour aller à certains focus group ou pour aller à certaines présentations ou à certains travaux de groupe quand il s'agit de faire quelques kilomètres et que les moyens de déplacement nécessitent un engagement financier. Je parle de barrières physiques. Combien de fois un certain nombre de réunions se passent dans des endroits où l'accès n'est pas possible. Ça peut être l'accès physique, mais ça peut être aussi l'accès communication. Et ça, on parle d'accessibilité dans le point d'après. Il est important de penser à ce que si on organise un groupe de discussion et qu'on souhaite la participation de tous et notamment la participation des personnes ayant des difficultés auditives, eh ben, il nous faut un traducteur ou quelqu'un qui puisse faire une reformulation de la question. La représentation du handicap, ça va être aussi quelque chose à anticiper dans le sens où il y a beaucoup d'environnements dans lesquels il est pris pris comme acquis le fait que telle ou telle personne ne puisse pas être en capacité de s'exprimer et donc que sa participation n'est pas nécessaire. Donc du coup là, on a vraiment tout un travail à faire autour du stigma du handicap et à laisser les partenaires s'exprimer et du coup laisser le temps de l'expression et laisser le temps de la sensibilisation en amont du groupe de discussion par exemple, ou en amont de la collecte de données par questionnaire, de s'assurer que le chef de famille va bien laisser la parole à la personne handicapée au sein de sa famille et que c'est pas simplement une parole au nom d'eux qui va être faite. Et c'est en ça que je parle d'accessibilité, d'acceptabilité de l'environnement. Ce sont des éléments qu'on relève régulièrement, de pouvoir faire en sorte que l'environnement dans son ensemble, pas simplement l'environnement physique, mais aussi l'environnement amical ou l'environnement parental ou l'environnement communautaire, laisse à tous et à toutes la possibilité d'être interviewé ou de donner son avis à un questionnaire de relève des besoins en phase de montage de projet. La deuxième étape, ça va être l'étape de formulation. Et là, l'étape de formulation, elle va être nécessaire. Elle va devoir
garantir les possibilités de prise en compte des personnes en situation de handicap dans la prochaine phase qui sera la phase d'implémentation, de mise en œuvre. Prévoir, c'est garantir la prise en compte. Si on n'a pas prévu dès le départ, ça ne va pas de soi que lors de la mise en œuvre, les activités puissent s'adresser à tous. Si on parle par exemple d'accès à l'eau, si on n'a pas prévu dans la formulation du projet que ce soit un accès à l'eau pour tous, il est fort probable que les travailleurs humanitaires ou les travailleurs de développement mettent tout de suite en œuvre l'accès à l'eau dans l'urgence pour de manière j'allais dire exclusive, dans le sens où ça va pas être par exemple l'accès à un puits qui permet à une personne en fauteuil roulant ou une personne à mobilité réduite de pouvoir tirer l'eau et ramener l'eau sur son domicile. Le principe qu'on met en avant ici, c'est souvent le principe de design universel. Le principe de design universel, c'est vraiment, ça veut dire que ça se réfère vraiment à un spectre très large d'idées qui vise à ce que à la fois l'environnement physique, les buildings, les immeubles, les bâtiments, mais aussi les services et les produits que l'on fait soient tous accessibles par le fait même dont ils ont été designés, donc ils ont été construits, et soient utilisables par chacun, les personnes âgées, les personnes avec ou sans handicap, les garçons, les filles, les hommes et les femmes. Donc c'est vraiment un principe, ce design universel, qui va chercher à l'usage équitable de tout le monde, donc le bien, le service, le bâtiment doit être accessible à tout le monde. Il faut que son utilisation soit flexible, c'est-à-dire que la manière dont elle a été produite puisse s'adresser à tout un nombre de personnes différentes, quelles que soient leurs capacités et leurs préférences. Le design universel, il implique aussi une idée d'utilisation simple et intuitive. Le bien, le service doit être accessible facilement. Le design universel va aussi penser à l'information. Il faut que l'information, elle soit facilement accessible, donc elle soit délivrée sous des formes bien différentes. Il va falloir que le bien ou le service ou le bâtiment qui soit produit sous le principe d'universal design, eh bien, demande peu d'efforts physiques pour être mis en œuvre, et que du coup, on puisse se permettre d'y accéder ou d'en user, quel que soit encore une fois, notre âge, notre capacité ou nos préférences, quelles qu'elles soient. Donc ce principe de design universel, il est vraiment intéressant d'aller le creuser, et ça mériterait encore plusieurs heures de discussion, pour s'assurer que lorsqu'on va formuler, écrire un projet, eh ben, on puisse avoir en tête ces quelques principes que je viens très très rapidement de vous dresser. On parle aussi souvent, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, d'accès de barrière free design. Alors je ne sais pas comment on traduit en français, mais ça va vraiment c'est des principes qui sont assez largement connus dans la communauté qui travaille sur le handicap, mais c'est vraiment des idées qui permettent de dire que lorsqu'on produit ou lorsqu'on construit quelque chose, qu'on prévoit la mise en œuvre d'un service, mais on va le penser en termes d'accès pour tous. Et c'est vraiment ça qui va faire que derrière, ben, on peut être à peu près sûr que l'utilisation de ce service, de ce besoin ou de ce bâtiment, eh ben, elles vont être possibles pour plusieurs personnes. Je continue sur cette diapo avec la question du langage. J'ai très souvent pu voir que dans la phase de formulation, les gens qui sont pas bien au courant des questions de handicap peuvent aussi à ce moment-là
utiliser un langage qui va être axé sur les déficiences et non pas sur la personne, et non pas sur la personne, oui, et que du coup on va mettre enfin, ça va être une manière pour moi, hein, je pense, de discrimination, puisqu'on va mettre l'accent sur la déficience et sur la personne, enfin sur les incapacités plutôt que sur les capacités. Il faut utiliser un langage qui souligne les capacités, éviter les termes négatifs qui vont exagérer la gravité des handicaps. Hein. On va dire ah bah Bidule, il est complètement collé à son fauteuil roulant, il est confiné dans son fauteuil roulant. Ah, on pourrait plutôt dire qu'il a besoin de son fauteuil roulant pour se déplacer. C'est déjà moins stigmatisant. Dire de quelqu'un qu'il est affligé par cette épilepsie ou cette autre déficience, on va plutôt promouvoir un langage touché par ou ayant une, plutôt que d'utiliser des termes qui vont stigmatiser la personne par sa déficience. Donc là, c'est vraiment important à ce moment-là d'aller faire attention à la phase de formulation, de ne pas stigmatiser la personne en fonction de la déficience, mais d'utiliser un langage qui va souligner les capacités plutôt que les limites. Une liste de contrôle pour un projet inclusif, on pourrait, il y en a plusieurs plusieurs agences ont développé comme ça des petites checklists. Alors, je ne sais pas si liste de contrôle était la bonne définition. Dans le petit ouvrage, le petit livret que j'en mettrai la traduction de quelques-unes. C'est vrai que la plupart que je connaisse sont en anglais. Après, il y a l'agence CBM, l'ONG CBM, qui a publié une traduction française d'un ouvrage qui s'appelle alors en anglais c'était All Under One Roof et alors en français il faudrait que je vous retrouve la traduction qui a été récupérée, mais il s'agit d'un ouvrage où vous avez comme ça plusieurs petites checklists sur un projet, et je vous les remettrai dans le livret. On va avoir les checklists souvent vont amener des éléments à la fois sur le projet en lui-même. Est-ce que vous avez bien vérifié qu'il y a bien une participation des personnes? Est-ce que vous avez vérifié qu'il y avait bien enfin, on va prendre différents types comme ça dans l'approche du projet pour vérifier l'inclusivité. Pour sa budgétisation, on va aller regarder sur est-ce que vous êtes sûr que vous avez affecté des moyens, des ressources nécessaires pour l'accès au bâtiment ou alors pour la communication. On va vérifier dans la budgétisation s'il y a des moyens, je vous disais tout à l'heure, de mobilité qui sont prévus en plus pour les personnes en situation de handicap, puisqu'on sait qu'effectivement il va falloir des moyens en plus parfois pour les personnes. Donc là on va vraiment aller chercher dans des éléments qui vont nous permettre de dire ok, dans le budget c'est bien prévu, il y a une traduction, j'allais dire, de l'inclusivité du projet, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, oh mais j'ai pas le budget pour faire ça, alors qu'on sait que très bien recevoir quand on prévoit un projet, en général, plusieurs études ont montré que les coûts liés à l'accessibilité, à l'inclusivité, en tout cas physique, faisaient varier les projets de 2, je crois, 2 ou 3 ou 4% au maximum quand ils étaient prévus dès le départ. Si dès le départ l'UNICEF prévoyait de rendre inclusif toutes les latrines qu'il construisait, il y aurait qu'à augmenter son budget de 3%, alors que quand il s'agit d'aller rendre accessibles toutes les écoles ou toutes les latrines de l'UNICEF, et ben là, les coûts sont beaucoup plus élevés. La liste de contrôle pour les relations externes, ça va concerner des éléments de vérification du type est-ce que vous êtes bien allé chercher les associations de représentants de personnes en situation de handicap, est-ce que vous les avez fait participer au focus group, est-ce qu'elles sont incluses dans les actions de sensibilisation par exemple, dans les actions de promotion, etc.
On va ensuite passer à la phase de mise en œuvre. Donc pour la phase de mise en œuvre, là, il va falloir s'assurer de l'effectivité de la participation des personnes handicapées au projet. Donc du coup, on va vraiment se poser des questions sur la manière dont les personnes handicapées participent au projet. Est-ce qu'elles sont bien représentées dans le projet? Est-ce qu'elles ont été là, par exemple, à l'atelier de démarrage? Est-ce que il y a eu une bonne identification par les travailleurs communautaires dans les lieux de projet qui permettent que ces personnes participent aux travaux du projet? Est-ce que dans le plan d'action du projet, il y a bien des activités qui mentionnent la participation des personnes handicapées, ou est-ce qu'elles mentionnent au contraire des activités spécifiques au handicap? Et là, c'est ce qu'on appelle, vous connaissez certainement la Twin Track Approach, la double approche du handicap, où par la double approche du handicap, on va chercher à la fois à travailler sur des activités spécifiques aux besoins des personnes handicapées et par l'approche mainstreaming, par l'approche incluse du handicap, on va aller chercher à développer, à être sûr que le service ordinaire soit accessible à la personne handicapée. Et c'est par le biais de ces deux approches-là qu'on arrive à obtenir une société inclusive. Un autre élément de vérification pendant la phase de mise en œuvre de la bonne participation des personnes handicapées, ça va être ce que je vous disais tout à l'heure sur les moyens de s'assurer de la participation des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a eu des moyens financiers débloqués ou des possibilités pour que le projet prenne en compte la nécessité, quand une personne va, par exemple, une femme en situation de handicap faire ses suivis, ses visites de suivi de grossesse en ville. Bon, bah, si elle est en situation, par exemple, de malvoyance, elle va avoir besoin peut-être qu'elle ait un assistant personnel, un accompagnant. Est-ce que du coup, les frais de déplacement incluent bien les frais de déplacement pour deux personnes et pas pour une personne? Donc voilà, c'est vraiment des petits moyens qui vont faire en sorte que la participation aux principales activités sont garanties pour les personnes handicapées. Pour ça, il y a aussi pour s'assurer de cette effectivité, il y a s'assurer que les personnels du projet qui est mis en œuvre a bien été sensibilisé aux questions de handicap. Combien de fois on a vu que le personnel même de mise en œuvre du projet était absolument ignare en termes de mise en œuvre, enfin en termes de handicap, et que du coup restait dans une compréhension très charitable du handicap et non pas dans une compréhension basée sur les droits ou compréhension du modèle social du handicap et que ça amène vraiment à des incompréhensions par rapport à la participation des personnes handicapées. On va aussi ici s'assurer que les moyens de diffusion de l'information des activités du projet soient bien faits sous différents moyens. Il est, vous le savez, important de pouvoir varier les modalités d'information aux personnes en fonction du type de déficience.
privilégier je ne sais pas moi, une information par texto, par exemple, on va avoir un problème pour les personnes aveugles. Donc du coup, il faut aussi prévoir un message audio. Donc voilà, il va falloir pouvoir varier un petit peu différentes manières d'informer des activités du projet et donc du coup favoriser l'accès aux services en utilisant différents types de moyens d'information et de communication pour s'assurer que toutes les personnes avec tous les types de handicap puissent être inclus et non pas exclus de l'information. Donc voilà, durant cette phase de mise en œuvre, il y a vraiment toute une série de questions à se poser par les équipes. Mais encore une fois, si tout ça n'a pas été vu pendant la phase de formulation et anticipé, eh bien on a plus de chances à ce que on soit dans une certaine forme d'exclusion des personnes en situation de handicap à la mise en œuvre du projet. La dernière phase, ça va être la phase d'évaluation. La phase d'évaluation, elle est primordiale, ou en tout cas, elle devrait être primordiale. Et là, je dis devrait parce que c'est peut-être mes regrets de quelques années de développement et humanitaire qui font que je suis assez parfois fâchée ou bien déçue de voir que ces phases d'évaluation qui sont souvent mises en œuvre sont peu souvent la petite flèche que vous voyez qui remonte vers programmation, elle est trop rarement menée, c'est-à-dire qu'on va mener des évaluations, mais qu'on va pas ensuite forcément s'en servir dans la prochaine phase de programmation. Mais il est pourtant à ce moment-là vraiment primordial dans cette phase d'évaluation d'aller recueillir des données qui permettent qui permettent de s'assurer que les personnes en situation de handicap ont été inclus ou pas. Vous savez que la question de l'accès à des données, c'est un point crucial qui a été depuis plusieurs années, mais qui l'est encore plus récemment soulevé. On a là, je vous l'ai pas mis je vous parle des questions du Washington Group ici, mais il y a vraiment aussi d'autres éléments qui nous permettent de souligner cette importance-là. La désagrégation de la donnée par type de handicap, ça peut être parfois très difficile, selon les contextes, parce que la définition du handicap, elle varie énormément selon les pays, selon les cultures, et que du coup, on va se dire oui, mais comment je vais faire pour collecter, pour collecter de la donnée qui soit compréhensible par tout le monde et utilisable par tout le monde sur les questions du handicap. Et c'est là que le groupe de Washington s'est monté il y a quelques années, enfin il y a déjà plusieurs décennies, puisque l'idée c'était de se dire que on veut avoir une donnée qui puisse être lisible dans différents contextes et qui puisse être lisible par tout le monde. Donc, passer outre la difficulté dont je vous parlais là sur les différences de définition ou de culture sur l'entendement du handicap. Et puis, on veut aussi éviter, encore une fois, la stigmatisation et la discrimination qui sont associées encore aux questions du handicap dans toutes nos cultures, et où très souvent les personnes handicapées hésitent à s'identifier en tant que personnes handicapées, par peur des stigmates et de la discrimination qui sont souvent associés. Et puis aussi, on a aussi un certain nombre de cas où de nombreuses déficiences ne sont pas apparentes et que du coup, on n'est pas non plus dans un processus de déclaration. Donc du coup, le Washington Group, les gens du Washington Group ont développé un set de questions qui n'inclut pas le mot handicap et qui permettent vraiment à ce que
on puisse passer outre la stigmatisation qui puisse apparaître. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est pas sur le Washington Go question, mais je vous invite vraiment à aller faire quelques recherches là-dessus, puisque les questions, elles vont tourner autour de savoir si on est en capacité de ou en incapacité de faire quelque chose. Hein. Donc, ce sont le questionnaire court des Washington Group qui peut être utilisé pour des recensements, donc à un niveau national, mais aussi pour des évaluations dans la gestion de projet. Elle va poser des questions qui permettent de révéler ou pas l'existence d'une incapacité. Et on va être sur des questions qui sont: avez-vous des difficultés à voir, même si vous portez des lunettes? Avez-vous des difficultés à entendre, même si vous portez un appareil auditif? Avez-vous des difficultés à marcher ou à monter des marches? Avez-vous des difficultés à vous souvenir et à vous concentrer? Et là, par cette question-là, je tiens à le dire, on touche à tout ce qui touche aux déficiences intellectuelles. Et très souvent, on a des problèmes sur les terrains. Récemment, j'étais au Nigeria sur l'évaluation de la situation des personnes avec des déficiences cognitives. Et c'est vrai que cette question ouverte qui a l'air toute bête comme ça, avez-vous des difficultés à vous souvenir ou à vous concentrer, elle peut permettre une identification d'une incapacité. Les réponses qui vont être permises à ces questions-là, elles vont de non, aucune difficulté, à j'en suis incapable. Donc on va avoir comme ça toute la gamme qui va être vue de incapacité totale à capacité complète. Okay, et donc du coup, ça permet vraiment pendant la phase d'évaluation de se faire comme ça une idée sur l'accès du projet, des activités du projet aux personnes en situation de handicap. Les Washington Group Questions sont vraiment quelque chose à creuser pour nous permettre d'avoir accès à de la donnée qui valide un petit peu nos approches par rapport à l'inclusion de la personne en situation de handicap. Je vous ai mis, on n'a pas eu le temps, on n'en parle pas, on va pas en parler maintenant parce que là j'en suis déjà à 45 minutes même un peu plus de présentation et que je voudrais vite arriver au moment de questions entre nous. Mais il y avait un exemple qui avait été fait sur Haïti qui était assez intéressant. En conclusion, je voudrais vraiment rassembler un petit peu plusieurs choses que j'ai pu vous dire là au cours de ce temps. Les 3 éléments vraiment fondamentaux et qu'on retrouve dans la Convention, qu'on est sur une approche basée sur les droits et on est sur vraiment ces tendances dont il nous faut être porteurs dans le développement de projets humanitaires et de développement, c'est les 3 éléments fondamentaux de l'inclusion. Obtenir avoir de la donnée et avoir des systèmes d'information, de management de l'information qui soient inclusifs. Et ça, le lien avec les groupes, les Washington Group Questions et le lien avec nos capacités à former les acteurs humanitaires à l'inclusion, il est très important. La deuxième chose, on en a parlé, c'est adresser toutes les barrières. Hein, les barrières, on l'a dit, attitudinales, qui sont liées aux perceptions de la personne en situation de handicap, souvent avec des attitudes négatives, des discriminations, mais aussi, et je le redis, sur des attitudes de surprotection et de non-autodétermination de la personne par un souhait de protection de la famille ou des proches. Barrières environnementales, hein, ça inclut les barrières physiques, on en a parlé, mais aussi l'accès à l'information, on en a parlé aussi. Et la dernier type de barrière, c'est la barrière institutionnelle, et c'est la barrière sur laquelle on travaille plus au niveau macro, qui vont être de travailler sur les politiques, les procédures, les lois, tout ce qui fait que on a encore des situations de ségrégation dans beaucoup de
domaines de notre vie, l'éducation, l'accès aux services, la santé, et comment on fait tomber toutes ces discriminations, toutes ces ségrégations par l'avènement de nouvelles lois en lien avec les principes de la Convention qui a quand même été signée par un très grand nombre de pays à ce jour. Donc la gestion de cycle de projet, elle s'inscrit vraiment dans ces 3 éléments fondamentaux de l'inclusion. Et pour finir, tous ces projets-là, enfin tout ce qu'on s'est dit là, c'est vraiment en lien avec une approche de promotion de la Convention des droits des personnes en situation de handicap et avec les nouvelles normes. Je ne sais pas si vous connaissez, j'aurais dû vous en mettre, je vous le mettrai dans le livret, une petite image de cet ouvrage qui vient d'être terminé par un certain nombre d'organisations de développement et humanitaire et de bailleurs internationaux, qui sont les normes d'inclusion humanitaire. International Inclusion Standards for Older People and People with Disability, donc les normes d'inclusion humanitaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, qui sont vraiment un guide qui nous permet de réfléchir à chaque fois sur la manière de rendre inclusive tous ces moments du cycle de projet et toutes ces actions, quel que soit le secteur d'intervention, puisque on va parler, comme la Convention nous parle dans ces différents articles, des différents secteurs de la vie, avec l'article sur l'éducation, article 24, article à la justice, article 13, etc. Et ben, les normes d'inclusion humanitaire reprennent aussi tous les secteurs de la vie, les clusters des Nations Unies. Voilà, j'ai été bien plus longue que ce que je ne pensais. J'espère que vous n'êtes pas endormis au bout du fil. Et je suis complètement prête à garder le contact avec vous, et n'hésitez pas maintenant à revenir sur les échanges, enfin sur les éléments que j'ai pu vous donner au cours de cette trop longue présentation. À vous. Et très merci Anne-Sophie. Maintenant, en fait, nous pouvons commencer avec un peu des questions. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions pour Anne-Sophie, mais comme elle a dit, vous pouvez aussi lui écrire un email pour des autres questions, pour approfondir. Et donc, vous pouvez écrire des questions dans les chat box ou vous pouvez aussi lever la main et virtuellement et parler directement avec Anne-Sophie. Je vous invite à faire beaucoup de questions, mais aussi à prendre la parole pour partager votre idée en matière. Et je vous conseille aussi de regarder le chat box parce que vous trouvez aussi des links pour notre website, mais aussi j'ai mis le link pour le Washington Group on Disability Statistics, le groupe que Anne-Sophie était en train de parler. Donc, on va commencer avec la première question. Voilà. La première question, c'est de France Tournier. Anne-Sophie, est-ce que tu peux lire la question? Oui, bien sûr, vous m'entendez? Voilà, merci. Donc, il est demandé si déjà un premier travail de ce genre a été fait par une instance et est-ce qu'on peut les identifier et consulter leur travail pour éviter toute duplication. Du coup, peut-être si c'est possible de préciser quel type de travail, le travail de programmation inclusif. Si c'est ça, effectivement, il y a, enfin, je sais pas si vraiment il y a un type de projet, enfin le meilleur exemple qui a été fait pour un travail inclusif de programmation de projet. Après, heureusement, il y a quand même beaucoup d'organisations qui ont aujourd'hui développé des politiques inclusives au sein de leurs travaux et qui du coup développent
des activités, des projets en faisant bien attention à la dimension genre et à la dimension handicap. Je citerai, enfin vraiment aujourd'hui, il y a des projets dans beaucoup de pays. Je travaille régulièrement en Afrique, donc j'ai plus de ces exemples-là en tête, mais des projets en Éthiopie, en Nigeria, au Sénégal, à la fois par des agences générales comme International Rescue Council ou bien Save the Children, ou bien des agences, ce que j'appelle les agences spécialisées qui travaillent principalement avec les personnes en situation de handicap comme CBM ou bien HelpAge ou bien ASHI, qui ont des approches inclusives déjà, et il y a déjà quand même beaucoup d'activités qui sont menées en prenant en compte les personnes en situation de handicap. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure sur la participation. C'est-à-dire que pour beaucoup de ces agences, pour beaucoup de ces travaux, c'est au moment des baselines, au moment de la collecte de données initiale, eh bien qu'il y a un travail qui est fait pour se mettre en lien avec les associations de personnes handicapées, les OPH ou les DPO, pour être sûr que il y ait des focus group qui se mènent avec à l'intérieur de ces focus group des personnes en situation de handicap. Donc je pourrais pas vous citer un projet qui a été développé de A à Z de manière inclusive, mais vous dire que oui, déjà il y a beaucoup d'organisations qui font en sorte de pouvoir inclure les associations de personnes handicapées et les personnes handicapées elles-mêmes à différents moments de du cycle de projet. Et, merci, merci. Nous avons aussi une question maintenant de Amari, Jules César. Est-ce que tu peux lire la question aussi, Sophie, s'il te plaît? Dans la participation, faut-il prendre les personnes en situation de handicap d'un côté ou les inclure dans l'ensemble des parties prenantes? Je veux bien comprendre la méthodologie. Alors, ça va être très, la réponse, elle est pas, ça dépend. Je vais vous répondre. Alors, c'est une question un peu de Normand. On dit ici en France. J'essaie de retrouver le slide sur la participation. Ça va aussi dépendre de l'objet de votre projet. Je pense par exemple à un projet d'accès à l'eau. Si sur un sujet qui n'est pas forcément compliqué, vous comprenez qu'il n'est pas sensible au niveau de son contenu. On parle de l'accès à l'eau, on n'est pas sur des questions, j'allais dire intra-personnelles. Dans ce cas-là, moi, je vois pas tellement l'intérêt d'avoir des groupes de discussion séparés. Sauf, encore une fois, si le contexte culturel fait que la parole, par exemple, des femmes, mais là on sort de la question du handicap, on est plus dans la question de genre, la situation de genre explique que faire un côté des interviews avec que les femmes en situation de handicap et les femmes non handicapées, et à côté des groupes pour les hommes. Donc c'est vraiment plus le contexte là qui va faire qu'on ait un déploiement, j'allais dire mainstream ou bien spécialisé. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question. Et merci Anne-Sophie. Nous avons aussi un main levée. C'est Marius Kulati Sagna. I will try to give you. Désolé. Je donne vous la parole. Vous pouvez parler, Marius. Et Marius, désolé, mais nous avons un peu de problèmes. Donc, je vous invite à écrire la question. Probablement, c'est mieux aussi pour des raisons pour la connexion. Donc, on va continuer avec une autre question, la question de Jude
Pierre. Voilà, est-ce que tu peux lire Alors, la question? existe-t-il une méthode de recherche spécifique privilégiée pour la phase d'identification? Non, il n'y en a pas vraiment une. Là encore, sur le côté de la phase d'identification, l'important, ça va être d'aller chercher dans les données qui existent. La phase d'identification, il va y avoir plusieurs activités clés à faire. Je pense par exemple à aller chercher dans tous les systèmes qui peuvent exister dans le pays des sources potentielles d'informations sur la situation des personnes handicapées. Alors, est-ce qu'il faut aller voir auprès des ministères, auprès des bases de données qui peuvent exister auprès des associations de personnes handicapées, parfois dans le census, comme on dit en français, dans le recensement national ou alors dans un recensement régional. Il peut y avoir eu l'utilisation quand même, c'est de plus en plus courant, des questions du Washington Group, et là vous pouvez trouver des données qui vous permettront de dire ah bah tiens, sur cette localité, il y a à peu près tant de pourcents de personnes en situation de handicap, donc je vais allouer tant de pourcents de mon budget dans des projets, dans de l'accessibilité, que ce soit communication, je vous l'ai dit, sensibilisation ou bien institutionnelle ou physique, pour prendre en compte les personnes en situation de handicap. On va aussi aller chercher s'il n'y a pas des consultations qui ont été faites régulièrement, si dans les écoles, par exemple, il n'y a pas eu des registres avec l'enregistrement des personnes en situation de handicap qui vont nous permettre comme ça d'identifier un petit peu mieux. Donc là aussi, c'est important de faire en sorte que on fait attention à ce que on ait entraîner, former nos agents de collecte de données qui vont faire cette identification aux questions du handicap. Il est arrivé j'ai plusieurs exemples de projets où l'organisation avait tenté de faire une identification inclusive. Maintenant, comme leurs agents de recensement ou de surveille, de questionnaire n'avaient pas été formés aux questions de handicap, on arrivait de but en blanc à des questions qui étaient tellement rebutantes pour la personne qu'on n'avait aucune réponse positive entre guillemets sur le handicap. Donc du coup, on arrivait avec des pourcentages sur la ville où il y avait que 2% de la situation, 2% de la population qui était en situation de handicap. Quand on sait qu'aujourd'hui on est plutôt autour de 10%, vous comprenez bien que du coup faire un survey, faire une enquête n'avait pas été utile. Et quand on a analysé pourquoi, on a bien vu que la manière dont était posée la question par le personnel faisait que on ne pouvait pas avoir des résultats positifs. Donc là, il y a vraiment dans le processus d'identification, dans le processus de collecte de données, il faut vraiment penser à ce que on ait formé les personnels responsables de la collection de l'identification, à communiquer avec les personnes handicapées, à comprendre ce que c'est que le handicap et à pouvoir être en possibilité aussi d'obtenir une parole libérée des personnes en situation de handicap. Ensuite, la deuxième action qu'on peut faire aussi pour permettre la deuxième action spécifique pour répondre à votre question, Jude, sur des démarches privilégiées, des démarches à privilégier. On conseille toujours aussi d'impliquer des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées dans le processus d'identification. C'est des choses qui ont été vues aussi quand on a beaucoup parlé de genre dans les années 90-2000. Tant qu'il n'y a pas eu de femmes qui étaient représentées dans les équipes, les questions relatives aux femmes ont été difficiles. On retrouve là des principes généraux de participation qu'on a eu dans la convention des droits des personnes handicapées. Le Nothing about us without us, il s'applique à tout.
Et du coup, il veut vraiment dire que si vous faites en sorte que dans vos équipes de collecte d'informations et d'identification, il y a quelques personnes en situation de handicap, vous êtes à peu près sûr que vos équipes entières, elles seront bien formées et que du coup, il y aura des résultats bien plus positifs à votre identification. J'espère, Jude, que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter par écrit si ça ne l'est pas. Et très, très merci, Anne-Sophie. Nous avons une autre question de Rokaya Diop. Je travaille dans un projet d'éducation, plus particulièrement dans les classes initiales des écoles élémentaires. Pour permettre la participation des élèves déficients visuels, non-voyants, on a procédé à l'adaptation des manuels produits par le projet en caractère braille. On a aussi adapté les outils d'évaluation des élèves en lecture initiale en braille. Parfait, c'est super. C'est vraiment là où on voit que l'adaptation, elle va permettre à la participation de tout le monde. Il y a aussi un autre exemple qui me vient à l'idée quand je vous lis, c'est se mettre la structuration de la salle de classe. On a vu dans plusieurs projets que la manière, si l'enseignant était formé encore une fois aux questions du handicap et faisait attention à son public et favorisait le placement d'enfants en situation de handicap en fonction de leur déficience, le placement, je veux dire par exemple un enfant qui a des difficultés auditives, eh ben, si on le met bien en face du prof, bien devant, et qu'il y ait une possibilité de lecture labiale, bah, ça va favoriser. Si la personne l'enfant avec une difficulté de déplacement, on le met pas tout au fond de la classe et qu'il soit pas obligé de traverser la classe à chaque fois en se cognant contre les bords de chaises, mais pareil en le mettant dans un endroit proche d'une sortie ou proche d'une entrée, et ben ça facilite aussi sa participation. Donc bravo pour ça et c'est ce qui permet d'arriver à des solutions qui permettent l'inclusion au sein de services ordinaires et non pas au sein de services spécialisés. Et, merci. Nous avons encore un part de questions de Zoena Savadoglu. Tu peux lire la question, s'il te plaît, Anne-Sophie? Merci. Oui. Quelles sont les principales clés du développement inclusif des personnes handicapées? Comment faire changer la mentalité des gens qui pensent que des produits fabriqués par les personnes handicapées sont lignés à leurs produits? Alors, il faudrait repréciser la deuxième partie de la question parce que je la comprends pas. Je m'en excuse. Sur les principales clés du développement inclusif des personnes handicapées, j'ai vraiment envie de vous dire, enfin, d'expérience, hein, ça va être, je pense, la participation. Pour moi, la participation, encore une fois, à partir du moment où on a un certain nombre de personnes en situation de handicap qui travaillent au sein des agences qui développent, qui font la gestion, qui sont responsables du cycle de projet, on va avoir une prise en compte de leurs besoins qui sont plus importantes. Pour faire changer les mentalités des gens comment faire changer la mentalité des gens qui pensent que les produits fabriqués par les personnes handicapées sont lignés à leurs produits. Alors, je comprends pas le sont lignés à leurs produits. Faire changer la mentalité des gens, c'est vraiment, on est nous des acteurs du changement parce qu'on est formé et parce qu'on est sensibilisé à la question du handicap. Et du coup, bah, c'est la sensibilisation, c'est la capacité à pouvoir porter un autre regard, ce changement de paradigme qui s'est fait dans les textes et dans la loi. Il faut vraiment que nous, on le porte dans des actions de tous les jours. Et dans cette action de tous les jours, c'est notamment en favorisant la participation et donc en favorisant l'emploi des personnes en situation de handicap dans les programmes de développement pour que cet article 32 de la Convention il puisse aussi se réaliser. Vous savez, c'est pas secret, hein, je veux dire, quand on parle, je reviens à cet exemple du genre, hein, mais
quand on voit en politique que certains gouvernements ne sont toujours pas ouverts aux femmes, on comprend que la question des femmes ne soit pas bien adressée. Il y a quand même une nécessité d'avoir les personnes concernées au sein des instances où les décisions se prennent. Donc c'est à nous de travailler à ce développement-là. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à la question. Sinon, n'hésitez encore une fois pas à rentrer en contact avec moi par écrit, par email. Et bien, nous avons encore 10 minutes pour des questions. Et je propose à Anne-Sophie la question de Vincent Bowo. Et est-ce que tu peux lire la question, s'il te plaît? Oui. Merci. Quelle stratégie de plaidoyer pour une implication des personnes handicapées dans la mise en œuvre des projets de développement? Eh bien, pour moi, là-dessus, la stratégie de plaidoyer, elle va vraiment être sur la mise en perspective de la responsabilité des acteurs du développement et des acteurs, enfin, et des États parties à favoriser l'embauche, la participation active des personnes handicapées dans ces éléments. Donc, il faut vraiment faire basculer la charge dans nos plaidoyers sur la responsabilité des États et la responsabilité des acteurs. La plupart des agences de développement ont aujourd'hui des textes, des politiques, des engagements institutionnels en faveur de l'inclusion. Inclusion du genre, inclusion au genre, inclusion au handicap. Du coup, il faut qu'on leur, dans nos messages, dans nos travaux de plaidoyer, il faut qu'on leur renvoie ces documents en leur disant aux actes, vous avez pris l'engagement dans votre politique, machin bidule chouette, vous dites ça et on les cite et on tourne notre argument, notre plaidoyer, on tourne ça vers on leur renvoie leur politique en face en leur disant aujourd'hui ça n'est pas le cas. Et donc là aussi, nos stratégies de plaidoyer doivent s'appuyer sur ce qu'on appelle en anglais les evidence-based, c'est-à-dire sur des actions de vérification de la réalité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité sur un territoire, sur un sujet, sur un secteur, dans un territoire, de pouvoir dire, je ne sais pas moi, au programme alimentaire mondial, vos distributions, elles ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Vous n'avez pas prévu de système de distribution alimentaire qui permettent aux personnes handicapées d'accéder aux distributions. On a vérifié dans tel et tel endroit. Alors que vous, WFP, vous avez une politique inclusive qui est remarquable, vous le dites dans vos textes, donc aujourd'hui, on vous demande des actes. Et faire ce plaidoyer-là en s'appuyant sur des petites recherches qu'on a pu faire sur tel ou tel sujet et en utilisant ces politiques existantes, parce que quasiment toutes les agences de développement aujourd'hui, quasiment tous les bailleurs aujourd'hui ont des politiques inclusives, des policy papers, des guidelines, des MOU, ce que vous voulez, qui disent on fait du travail inclusif maintenant. Eh bien, à nous d'aller chercher sur la base d'évidence, sur la base de preuves sur le terrain que ça ne se fait pas, et du coup de travailler de leur envoyer ce plaidoyer en disant vous n'êtes pas en lien, vous n'êtes pas dans la réalité par rapport à vos textes. Et si on fait savoir ça à la presse, aux acteurs décisionnels qu'on aura visés en ayant cherché les personnes influentes sur votre territoire, on peut faire changer les choses puisque ces organisations n'aiment pas être prises en défaut. Donc, que ce soit les organisations de développement humanitaire, d'urgence humanitaire
ou les États parties, les mettre en face de leurs contradictions entre le texte et la réalité, ça change. Et le faire en utilisant des moyens, alors là c'est plus les stratégies, mais c'est les moyens de plaidoyer qui utilisent les moyens aujourd'hui de réseaux sociaux, de mobilisation sociale importante, virtuelle ou physique, en faisant des rassemblements réguliers, des rendez-vous avec les décisions, les politiques, enfin les personnes qui prennent les décisions au sein des organisations. Ça apporte des changements. J'espère, Vincent, que ça répond à votre question. Et très merci. J'ai encore un par de questions intéressantes, mais nous avons seulement 2 minutes, maximum 3 minutes de Alain Koussoubé. Et la question, c'est ça. Alors, si nous ne devons pas parler directement du handicap des personnes, comment fait-on pour prendre en compte correctement les différents handicaps? Il est vrai que la plupart des projets que nous réalisons vont à l'endroit aussi bien des personnes handicapées que des personnes n'ayant pas de handicap. Comment faire pour ne pas frustrer cette catégorie de personnes, surtout pendant la phase d'identification? Alors c'est une question très intéressante, merci Alain. C'est là que rentre, et je vous incite vraiment, je pense qu'Alessia a partagé donc les questions du groupe de Washington, mais beaucoup de la matière est en anglais. J'ai essayé de chercher de la matière en français. Je la rediffuserai via Alessia qui la postera sur le web, je sais pas, Alessia, comment tu dis, la plateforme. Dans les chat box. Dans Voilà. les chats, il y a un petit chat box. D'accord. Donc on rajoutera tout ça là-dessus. J'essaierai de traduire et de vous trouver de la documentation en français. Mais c'est vrai que du coup, les questions, la question sur le handicap, enfin sur les questions du Washington Group, ça a été extrêmement réfléchi et ça a vraiment permis de ne pas stigmatiser les personnes. Et on s'est aperçu dans beaucoup de cas que dans les enquêtes que l'on faisait, que si on posait la question de but en blanc sur le handicap, eh ben on ratait un certain nombre d'identifications. J'ai vu l'exemple là récemment au Nord Nigeria dans la phase d'urgence où UNICEF a essayé d'identifier les personnes en situation de handicap dans les communautés pour voir comment déployer de l'accès à l'éducation inclusif et on a eu très peu il y a eu 2 ou 3% de personnes handicapées identifiées. Donc, on sait qu'on est très en deçà de la réalité. Et en fait, on s'est aperçu que les questions avaient été mal posées par les enquêteurs. Il est important pour essayer de ne pas stigmatiser, d'aller chercher à révéler l'existence ou pas de l'incapacité. Donc, quand je vous dis, avez-vous des difficultés à communiquer pour comprendre ou pas, pour être compris, vous vous adressez à tout le monde là. Vous vous adressez pas que à une personne dont la déficience est visible. Et si vous avez des difficultés à communiquer pour comprendre ou pour être compris, si vous répondez bah oui, j'ai quelques difficultés, ou alors oui, j'ai beaucoup de difficultés, du coup, on va considérer que vous êtes en situation de handicap. Ou que j'en suis incapable et du coup, vous ne pouvez pas le faire. Alors que si vous avez j'ai quelques difficultés, mais on arrive enfin, sur les 6 questions du Washington Group, finalement, vous ne répondez que j'ai quelques difficultés que sur 1 ou 2 activités. On ne considère pas que vous êtes en situation de handicap parce qu'à ce moment-là, on pense que vous allez avoir des stratégies de contournement qui vont vous permettre d'accéder aux services. Donc c'est super important d'aller chercher dans la phase d'identification à inclure ces questions-là à l'entièreté de la population interviewée et pas forcément à aller chercher à qui on va poser la question que, par exemple, aux membres des DPO. Parce qu'on sait que de toute manière, les membres de DPO, ils sont en situation de handicap. Donc, du coup, on va là retomber sur des pourcentages faibles. Alors que si on a une approche inclusive et du coup, on ne va pas frustrer personne en demandant à tout le monde,
est-ce que vous avez des difficultés à marcher ou à monter des marches? Bon, ben là, vous allez avoir à la fois des personnes vieillissantes, mais vous allez aussi très certainement avoir les personnes à mobilité réduite. Donc, vous voyez, vous aurez une possibilité d'identifier plus de personnes. Mais bon, je vous incite vraiment, si vous pouvez, essayer de suivre en anglais. Je mettrai un certain nombre de témoignages ou de choses qui peuvent exister, et je poursuivrai ma recherche pour chercher du matériel en français. Et voilà, très merci. Malheureusement, nous avons terminé les temps parce que nous avons encore plein de questions. Désolée, mais vraiment, nous avons plus temps. Donc, je vous invite à écrire à nous, à l'équipe de Bridge the Gap, mais aussi à Anne-Sophie, comme elle a dit précédemment. Bien, nous sommes arrivés aussi à la fin de cette quatrième session sur la gestion du cycle des projets inclusifs et accessibles. J'ai vraiment tiens à vous remercier, Anne-Sophie, pour la participation et pour avoir dédié ton temps aujourd'hui avec nous, pour nous. Je voudrais également dire merci à tous les participants et vraiment j'espère sincèrement que la session d'aujourd'hui vous a donné quelque chose, vous avez appris quelque chose de nouveau et aussi clarifié quelques doutes sur ces sujets très importants pour nous, parce que moi aussi, pour qui travaille dans la gestion des projets. Juste quelques dernières infos. Le cycle de formation du webinaire ne délivre un certificat de participation qu'à ceux qui assisteront à au moins de 75% de webinaires. Ils correspondent à 9 webinaires sur 12. Vous recevrez aussi les sondages, un sondage cette session dans les 24 et aussi avec dans l'email de suivi, vous avez aussi le vidéo de cette session, les vidéos de cette session avec tous les matériels d'apprentissage. La prochaine session aura lieu la deuxième semaine de décembre et il s'agit de la communication inclusive et accessible, donc un autre argument très, très important. Je vous rappelle que pour ceux qui n'ont manqué les sessions précédentes, vous pouvez trouver toutes les vidéos des webinaires sur notre website, sur la page Facebook, sur Twitter et sur la page YouTube. Et vous trouvez tous les liens dans les chat box ici. Et donc, merci, bonne journée à tout le monde et à la prochaine fois. Merci à Sophie, au revoir. Au revoir.